van de stemming in het Vlaams parlement over het Sobreverdrag, PSG. Voor mij is dit het symbool van de pensée unique, hoe noemen ze dat? Het eenheidsdenken. Het eenheidsdenken, het nieuwe, confederalistische, neoliberale eenheidsdenken, dat wil zeggen alleen voorstellen. Geen enkele tegenstelling. Geen enkele tegenstelling. Uw zusterpartij De Groen, wiens voorzitter mee met de 8 partijen die staatshervorming onderhandeld heeft niet tegengesteld. Het Vlaams Belang, die gedurende 25 jaar altijd tegen elk Europees verdrag gestemd heeft niet tegengesteld. Zo groot is de confederalistische druk om te wegen in die staatshervorming, om niet in de weg te lopen van heel die separatistische, confederalistische campagne die we de afgelopen 5, 6 jaar gekend hebben rond het idee van kijk, Vlaanderen moet zijn deel niet doen in de Europese besparingen, zolang de anderen ook een deel niet geven. Zo sterk is die druk dat zowel de rechterzijde als de linkerzijde, dus ik stel de vraag aan u, wilt u vragen aan uw collega's in het Vlaams parlement waarom zij de moed niet hebben om daar tegen te stemmen, tegen het Sobreverdrag. Ik heb van 2 kanten, dus via een collega, dus constituante.be doet geen zaken met Vlaams Belang. Dus Vlaams Belang heeft ons al gecontacteerd, omdat zij ook ergens tegen Europa zijn. Wij hebben dat altijd afgewezen. Dus wij denken dat dit geen democratische stem is tegen het verdrag. Maar via collega's heb ik wel geïnformeerd waarom het Vlaams Belang daar niet tegengestemd heeft. En ik heb hetzelfde gedaan, dat kunt u op mijn Facebook lezen, via Groen. En blijkt dat die alle 2 de plaspauze georganiseerd hebben. Die hebben alle 2 de confrontatie niet willen aangaan, het debat niet willen aangaan, waardoor dat er in Vlaanderen geen enkele parlementaire stem tegen dat verdrag is. En de reden daarvoor ligt natuurlijk in de werking van de partijen en dergelijke, maar is veel fundamenteler. Want meneer Maron, en dan kom ik tot de tweede vraag, inderdaad, u hebt gelijk. Dus dit Sobreverdrag is trouwens de kritiek die wij krijgen in constituanten, dat we veel te gefixeerd zijn op dat verdrag. Maar dit verdrag is het eindpunt van die hele beweging sinds 2010 om de eurocrisis onder controle te krijgen. Uw partij heeft het ESM ondertekend. Wij hebben klacht neergelegd tegen het ESM. Tegen de 35 miljard. Ik steun uw partij 100% wanneer zij aanklaagt dat Dexia, Fortis en KBC, de belastingbetaler, opschept met 57 miljard risico's. Chapeau. Maar u hebt zelfs samen met al die andere partijen, N-VA, 35 miljard risico's om de euro te redden via het ESM. Daar hebt u gestemd. Zonder met een debat. 20 minuten. Wij hebben daar klaar neergelegd. En we zijn tot de vaststelling gekomen dat het grondwettelijke hof in een historisch vonnis aan onze 4 arme burgers gezegd heeft, indien wij een oordeel vellen op het feit dat dit ongrondwettelijk is, dan is het recht van de verdediging van de Belgische staat niet gewaarborgd. Daar is 5 tot 35 miljard risico's. Niet in vereeuwig, dat wil zeggen, we noemen ze dat irreversibel, we noemen ze dat niet omkeerbaar. Niet omkeerbaar is dat op 20 minuten gestemd door uw partij, door N-VA en door al die partijen allemaal gestemd. En zoals meneer Van der Kouwen zegt, dat is geld voor de banken, dat is niet geld voor de rekening. Dat is gebeurd. Dus dit Sobreverdrag is eigenlijk maar een uitvloeisel daarvan. Is de eis die Merkel gestemd heeft, en nu kom ik eigenlijk op een tweede vraag, indien u daarnet zegt, dat verdrag is eigenlijk niet zo belangrijk, dat verdrag kunnen we eigenlijk omzetten op een sociale en ecologische manier. Dan vergist u zich sterk, want voor het eerste keer kan een lidstaat, en dat betekent eigenlijk Duitsland, die kan een lidstaat voor het Hof brengen,
Indien ze niet akkoord is met de omzetting, indien u nu aan ons vraagt om u te steunen in uw sociale omzetting, ja, ik wil u daarin steunen. Indien dat u mij op papier zet wat u bekomen hebt, ik wil dat ook zien. Ik wil al die garanties die u bekomen hebt, dankzij u, ik wil dat op papier zien. Ik wil dat dat in debat komt. Welke garanties hebt u uiteindelijk? Dat nog altijd als Duitsland merkt niet akkoord is, kan zij België voor het Hof en Luxemburg slepen en dan gaat u linkse, sociale, ecologische omzetting van het verdrag in Belgisch recht is naar te knoppen. Dan is het veel beter om nu kaarten op tafel te stellen en inderdaad het debat te voeren met de burgers en te zeggen, kijk, laat ons eerst onze bevolking raadplegen voordat wij ons goedkeuring geven. Je remarque un sujet qui est transversal à tout ce qui vient d'être dit ici, c'est le fonctionnement des partis politiques. J'entends le plus spectaculaire, ça a été les partis politiques sont des entreprises. J'entends M. Marron parler des décisions d'écolo, qui d'ailleurs est devenu. J'entends beaucoup de problèmes par rapport à ça, c'est-à-dire si on parle d'un fonctionnement démocratique, il va tendre à s'intéresser aussi à la manière dont les partis eux-mêmes prennent leurs décisions. Sont-elles prises de manière démocratique? Si je me réfère à tout ce que j'ai entendu ici, la réponse est évidemment non. J'aimerais donc demander à M. Marron si c'est quelque chose qu'il observe et s'il a une solution à ce phénomène-là. Pas nécessairement sur la question d'écolo, même si je me doute que M. Marron ne va pas prendre le risque de donner conseil à un autre parti sur la manière dont il va fonctionner en interne. J'aimerais savoir si c'est quelque chose que vous observez et si vous avez une piste de réflexion par rapport à ça. C'est ma préoccupation par rapport à ça, c'est très bien de vouloir fonctionner démocratiquement, mais il y a toute une série d'éléments qui font penser qu'un parti politique ne fonctionne pas de manière démocratique. Et il y a récemment un changement dans le financement des partis. C'est quoi, une dizaine de millions qui ont été alloués? Voilà, donc une assemblée élue n'a moins de moyens qui sont par ailleurs attribués à des partis qui sont a priori pas élus dans le pays. Merci. Alors, il y a encore une question ici. Oui, en fait, ce serait une question par rapport à tous ces ajustements structurels qui vont se retenir après le TSGC. Donc, en fait, maintenant, je pense que le budget d'État ne peut pas avoir plus de 3% de déficit suivant Maastricht. Et alors, avec le TSCG, ce serait 0,5%. Et donc, ça va obliger l'État à faire des ajustements structurels, donc à rendre les entreprises publiques, sans doute, et à faire baisser les salaires et ce genre de choses. Et est-ce que ce ne serait pas un nivellement par le bas au niveau social aussi? Et donc, ce sera un nivellement pour arriver au niveau américain pour la revue du traité transatlantique en 2015. Voilà, c'est ça la question. Voilà, je vous passe le micro. Avant de repasser au TSCG, la question des partis politiques et de la démocratie, c'est une question compliquée. Moi, je n'ai pas de recette miracle. L'Islande, c'était un cas intéressant. Parce que, suite à la crise, etc., un certain nombre de solutions novatrices ont été déployées là-bas. Et par exemple, la nouvelle constitution. Nouvelle constitution qui a été rédigée en fait par des citoyens, pas seulement tirée au sort, etc. On était sur quelque chose de neuf, de frais, intéressant. Le Parlement, qui devait quand même ratifier le texte finalement dans le processus
ne l'a pas fait. Donc il y a une reprise en main, on va dire, de la particratie, ou de la technocratie, tout ce qu'on veut. Après, il y a eu les élections. Et qui a gagné les élections? Les Islandais ont pu eux-mêmes dire ce qu'ils voulaient en fait. Est-ce qu'ils veulent promouvoir les partis qui vont faire avaliser cette nouvelle constitution citoyenne ou bien les autres? Ben, ils ont voté pour la droite. Et c'est la droite qui est au pouvoir depuis quelques mois. Et la droite était très claire sur sa volonté de ne pas faire ratifier cette constitution citoyenne. Donc moi, alors, au-delà du fait que ça peut sembler choquant de l'extérieur, moi je ne connais pas la politique islandaise de l'intérieur, pour beaucoup de gens, et je dis franchement, y compris pour moi, et beaucoup de gens chez nous, on s'est dit, voilà quelque chose d'intéressant. Et fini de dire que les citoyens lambda ne peuvent pas faire du travail politique, y compris du travail politique sur un texte fondateur. Ils l'ont fait, et de la vie de beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses intéressantes, donc une constitution, enfin voilà, c'était un vrai gros boulot, voilà. Et finalement, à la fin de l'histoire, elle n'est pas encore finie l'histoire, on peut peut-être rebondir encore dans quelques années, mais les électeurs ont quand même envoyé péter ce texte, pour être clair. En tout cas, ils l'ont mis au pouvoir, peut-être pour d'autres raisons, mais ils ont quand même remis au pouvoir la droite. La droite elle-même responsable de la démarche financière, parce que la droite responsable de la bulle financière qui a écrasé l'Islande. L'Islande qui était le pays des banques, avec des taux de rendement complètement hallucinants, enfin bref, on était en plein dans la bulle financière encouragée par le gouvernement de droite à l'époque. Tout ça s'est cassé la gueule. On s'est dit, voilà un pays qui va pouvoir innover, expérimenter, faire d'autres choses, ce qu'ils ont fait, notamment via la Constitution. Et puis après un an de gouvernement rouge, vert, etc., bah, paf, ils sont dehors et c'est la droite qui est remise au pouvoir par les élections. C'est interpellant. Moi, je ne sais pas comment lire, en fait. J'ai pas de... Mais c'est troublant, quoi. Ça peut. Oui, alors je ne sais pas si c'est la peur, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est troublant, quoi. Et voilà. Mais non, Non, mais ils ont voté contre le gouvernement qui était en place, quoi. Qui était un gouvernement de centre-gauche, extrême-gauche, hein, pour remettre la droite. Donc là, vraiment, on revient aux méthodes qui ont mis le pays, enfin, qui ont écrasé le pays en 2008, puisque c'était une des principales victimes de la crise financière, vu que c'était vraiment le pays où il y avait le plus la crise financière et la financiarisation de l'économie, etc., en Europe. Voilà. Alors, les partis politiques sont une entreprise, ils ont intérêt à se taire au Parlement parce que leur dotation dépend d'eux, etc. Très franchement, il y a des dérives particratiques, quoi. Ça c'est sûr. Les décisions politiques et les transactions politiques fondamentales se prennent au sein des partis, c'est vrai, et il faut redonner plus de pouvoir au Parlement. Ça, j'en suis convaincu. En Belgique, en tout cas, les parlements sont trop cadenassés. Et surtout parce qu'on a des grandes coalitions. Vous imaginez, au Parlement bruxellois, nous, on est dans une majorité avec 6 partis, 3 francophones, 3 néerlandophones. Donc se mettre d'accord au sein du gouvernement, c'est déjà compliqué. Hein, flamands, francophones, plus les 3 formations politiques. En plus, c'est même pas symétrique parce qu'on a des libéraux flamands et pas les libéraux francophones. On a les socialistes francophones et pas les socialistes flamands. Donc vous voyez un peu le bazar. Et donc après, au Parlement bruxellois, on est vite un peu coincé par voilà, cet enchevêtrement. Donc il y a des raisons aussi, hein, objectivement. C'est qu'il faut quand même faire avancer les choses. Mais néanmoins, les parlements n'ont pas assez de pouvoir. Ils devraient légiférer beaucoup plus par eux-mêmes, avoir plus de propositions de textes même du Parlement plutôt que du gouvernement, etc. Enfin, je suis tout à fait d'accord. Après, sur le fonctionnement interne des partis, on essaye de mettre des balises, mais c'est compliqué. Chez nous, il y a un Parlement interne, c'est le Conseil de fédération. C'est là que se prennent les décisions fondamentales, avec des délégués qui sont élus au sein de chacune des régionales. Bon. Et ce truc se réunit tous les mois, le vendredi, de 7h du soir à souvent 1h, 2h du matin. Pour décider des grandes orientations du parti, etc. Tous les mois, les ministres viennent rendre compte du travail qu'ils ont fait. Sur le TSCG, les positions écolo, etc. ont été débattues pendant des heures et des heures et des heures, sur des débats, sur des positions extrêmement tendues, en interne et tout. Voilà, la démocratie interne dans les partis, ça existe aussi. Il ne faut pas tout noircir. Après, que certains essayent de confisquer un peu plus le pouvoir, que quand on est ministre, on essaye de garder son pouvoir, que bien entendu, ça joue. On n'est pas chez les bisounours, mais néanmoins, voilà, chez nous, les parlementaires rétrocèdent quand même
bonne partie de leur salaire, ce qui permet de créer de l'emploi au sein des partis, mais surtout qui nous laisse à des niveaux de salaire qui ne nous déconnectent pas de la population, enfin des salaires moyens. Parce que quand on a tout son salaire de député et qu'en plus on cumule en étant échevin, je ne sais pas quoi, ou dans une profession privée, en étant avocat, notaire, patron d'entreprise, que sais-je, on est sur des niveaux de salaire qui n'ont plus aucune commune mesure avec la population. En tout cas, les salaires moyens de la population, et très franchement, moi je ne sais pas si on gagne 10 000 ou 15 000 euros net par mois, je ne sais pas comment on peut encore véritablement avoir conscience de ce qui se passe chez le belge moyen, entre guillemets, le plus élevé, le vraiment moyen. Donc il y a chez nous des règles, on ne peut pas nous cumuler. Donc non seulement on va rétrocéder, moi je rétrocède tous les mois 2200 euros net au parti, mais en plus on ne peut pas cumuler. Moi j'ai abandonné mon boulot, quand j'ai été élu en 2009, j'ai démissionné, j'étais employé, je travaillais dans la presse associative, machin, j'ai démissionné parce que chez nous on ne peut pas cumuler, etc. Pour justement essayer d'avoir des députés qui travaillent et pas des députés qui foutent rien, qui touchent leur salaire, etc. On essaye de mettre des trucs en interne, nous, à l'intérieur du parti, alors sans doute que ça ne suffit pas. Voilà. Chez nous aussi, tout le monde peut venir aux réunions. Au conseil de fédération ne sont convoqués que les gens qui en sont membres, mais si n'importe quel d'entre vous voudrait venir au conseil de fédération écolo, il vient. Il n'y aura pas le droit de vote au moment du vote, mais il vient. Dans n'importe quelle assemblée régionale, dans n'importe quelle assemblée locale, les gens peuvent venir s'exprimer. Donc voilà, alors après on ne sait pas envoyer des invitations, copier, tourner, etc. Mais souvent c'est sur les sites internet, etc. Donc, voilà, on essaie aussi d'organiser une perméabilité avec la société civile. C'est pour ça, des invitations comme celle d'aujourd'hui, on essaie toujours que quelqu'un réponde. Parce que voilà, ça nous met en contact avec des institutions, avec des gens, quelque chose à dire. On est là aussi pour écouter. Moi j'entends ce que vous dites. Je l'ai dit dès le départ, je vais jouer le soir de Pitt ou l'avocat du diable. Parce qu'on m'a demandé de parler de la 6e réforme de l'État. Et la 6e réforme de l'État, on la vote, donc l'écolo, etc. J'ai bien obligé de la défendre entre guillemets, en disant dès le départ que ce n'est pas la 8e merveille du monde et qu'on n'est pas satisfait du tout de tout ce qui se trouve dedans. Mais au moins, voilà, le compromis final, on votera. Alors sur le TSCG, sur voilà, Ah oui, le transatlantique, c'est encore autre chose. La question sur donc le transatlantique, on est radicalement contre. Donc ça, la position est très très claire au Parlement fédéral. Et en plus, maintenant, on a le prétexte qu'on est espionné dans tous les sens par les Américains. On le sait depuis longtemps, mais là maintenant, il y a des éléments très très clairs. On ne va pas nous aller faire des traités de béni-oui-oui avec les Américains qui sont en train de nous espionner dans tous les sens, y compris au niveau des organes décisionnels. Voilà. Sur le TSCG, ben, oui, le risque, c'est bien celui-là. C'est bien pour ça qu'au niveau européen et au niveau belge, on a voté contre. C'est que oui, soumettre les États à un trop fort carcan budgétaire risque de les amener à devoir réduire un certain nombre de dépenses fondamentales. Et ça ne va pas. Une question personnelle, par rapport à l'écolo. Au niveau fédéral, si je ne me trompe, vous avez voté une fois oui, une fois non, une fois pour le six-pack, une fois pour le two-pack. Alors, les six-packs et le machin n'ont pas été votés au Parlement fédéral. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi dans les dispositifs européens, je ne parle pas là du traité, mais des two-packs, six-packs et autres, un certain nombre de mécanismes de solidarité qui existent entre les États et qui ont aussi partiellement fonctionné. Bon, voilà. Maintenant, sur le TSCG, on a voté contre partout où on est, et aux régions, là où on est dans le gouvernement, on essaie d'obtenir un maximum d'intégration de contraintes sociales et environnementales dans la manière dont on va gérer ça au niveau wallon et bruxellois. Et d'ailleurs, pour être clair, on va essayer d'obtenir ces choses-là dans l'accord de coopération, parce que le Conseil d'État a dû remettre un avis sur un certain nombre d'avant-projets. Le Conseil d'État a dit, si vous ne mettez pas dans la Constitution le TSCG, et nous ne voulons pas le mettre dans la Constitution belge, évidemment, il faut un accord de coopération entre toutes les entités. Et donc il faut un accord entre le Wallonie, la Flandre, Bruxelles et le fédéral, communauté générale. Donc, notre objectif, et en tout cas c'est la décision interne d'écolo prise entre autres par le Conseil de fédération, notre Parlement, c'est d'intégrer ces objectifs sociaux et environnementaux, ces contraintes sociales et environnementales, y compris dans l'accord de coopération au niveau de l'assentiment et de la transposition. Voilà, vous avez raison. Évidemment, ça ne va pas. En fait, la règle d'or est absurde. Hein.
interdire à un État de s'endetter, c'est con. Alors des niveaux d'endettement sont parfois trop élevés. Oui. Et donc, si on est écrasé par sa propre dette, et que notre propre dette commence à avoir, comme ça a été le cas dans les années 80, des services, c'est-à-dire qu'on s'endette, on augmente notre niveau de dette pour pouvoir rembourser On était à 12% à l'époque aussi. Oui, bien entendu, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés, néanmoins. Il faut essayer, comme ça je suis d'accord. Mais sur le reste, tous les États se sont toujours endettés. La dette en soi n'est pas catastrophique, d'autant plus qu'en Belgique, elle est détenue essentiellement par des Belges. Parce que les Belges, après les Japonais, c'est ceux au monde qui épargnent le plus. Dans ce pays, les banques regorgent de fric. C'est quoi? Non, c'est vrai. La dette est détenue beaucoup plus que dans d'autres pays par des Belges. Ça, c'est une réalité. Ça reste toujours vrai, parce que le taux d'épargne des Belges reste très largement supérieur à celui des autres États européens. C'est bien pour ça que toutes les banques françaises, allemandes, etc. sont bien contentes de venir de contrôler des filiales en Belgique, c'est parce qu'elles récupèrent l'épargne des Belges pour aller alimenter leur propre prôle en France, en Allemagne, etc. Donc voilà, l'État doit pouvoir s'endetter, sinon on génère des dettes qui sont sociales et environnementales, même économiques, et qu'il faudra payer un jour, même liées aux pensions, etc. Il faut s'endetter dans une certaine mesure. Et la règle d'or, entre guillemets, donc le zéro déficit, c'est complètement excessif. C'est complètement excessif. Néanmoins, il y a quand même à dire que le TSCG prévoit, dans 0,5, comme ça, et que pour des raisons exceptionnelles, on peut être amené à dépasser. La question, évidemment, c'est de définir ces raisons exceptionnelles. Aussi, juste une dernière question. J'ai remarqué qu'en 93, on était endetté à 135% du PIB. À l'époque, on nous en mettait pas à ce niveau-là. Dès Maastricht, En tout cas, beaucoup moins que maintenant. Et maintenant, Maastricht, c'est 92. Alors que maintenant, on est à 100% plus ou moins. Oui, mais depuis, il y a eu la crise financière. Mais là, vous avez raison, mais c'est Maastricht qui a d'abord imposé les 3%. Et de toute façon, avant ça, on allait déjà avoir des endettements pour sortir de la boule de neige. Et ça, c'était indispensable de le faire. La boule de neige, c'était juste pas possible. Parce que ça nous empêchait d'investir dans l'enseignement, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tous ces coûts drastiques dans ces années-là? C'est parce qu'on était complètement débordé par le poids de notre propre dette. Donc ça, on ne peut pas arriver à des extrémités comme celle-là. Il y a aussi le mode de financement de l'État. Avec donc les banques financent par la réserve fractionnelle. Donc quand elles font un prêt, il n'y a que 10% du prêt qui a une vraie valeur, parce que la base est en propre. Ça, c'est la question de la création de l'intérêt. Sur les 90% qui n'existent pas. Oui, ça c'est la question du décrochage entre la monnaie et la réalité. On n'a plus d'étalons or, on n'a plus d'étalons dollars, et maintenant la monnaie, elle se virtualise de plus en plus, et donc voilà. Merci beaucoup, collègue. Alors, merci à tous ceux qui ont participé. On va passer juste maintenant et d'une manière importante sur la motion dont vous avez parlé tout à l'heure et dont je donne le micro à Raph qui va vous expliquer de quoi il retourne. Heel concreet, ik denk dat de meeste beginnen om mensen naar huis te gaan, dus ik stel voor dat het niet te lang trekken. Dus in de vakken zitten 2 pagina's, dus u hebt de kalender en u hebt de motie. Heel concreet, we zullen heel graag hebben dat we hier een afspraak kunnen maken met alle aanwezigen. Om op 14 oktober om 4:30 in Eupen voor het parlement te gaan. Dus als het volgende parlement dat stemt, we willen daar een mediatieke mobilisatie van burgers maken in het parlement, die eigenlijk, net zoals alle anderen, als die nee stemt, gaat het verzorgingsverdrag niet door. En dus dat is het begin van een heel aantal afspraken die we hier allemaal niet gaan opnoemen. Ik hoop dat iedereen zijn e-mail gegeven heeft. Er is een hele reeks mobilisaties, zowel van burgers, parlementair als gemeenteraden, die we willen opvolgen. We vragen aan u om eigenlijk ook in uw gemeenteraad op lokaal vlak, zijn daar besparingen bezig, om het ons te zeggen, dan kunnen wij u helpen om op lokaal vlak ook te mobiliseren en te vragen dat de gemeente eigenlijk zich keert tegen die greep van Europa en de staatshervorming op de financiën. En heel de campagne eindigt eigenlijk op 19 december, rond dat er een mobilisatie in de maak is
die noemt D1920, een front van burgers, sociale bewegingen en dergelijke, die gaan mobiliseren voor de Europese top. Dus belangrijk, dus 1 datum, 14 oktober. We moeten daar om 4:30 zijn, dus in Brussel kunt u de trein nemen, 2 uur daarvoor. Dus laten we zeggen 2:30 kunt u hier de trein nemen en er zijn genoeg treinen terug. Dus we gaan daar een sterke mobilisatie van maken die de media kan halen om het debat te voeren. Maar dus dan eerst de motie. Dus wij vragen hier dat we hier een kort debat hebben over de inhoud van die motie. De 3 zaken die we eigenlijk uit deze vergadering zouden willen meenemen. Dus 1. De volksvergadering roept de parlementen op het Soberingsverdrag niet te stemmen, zolang de bevolking zich niet heeft kunnen uitspreken over dit verdrag. De regionale parlementen hebben het recht een soevereiniteit tegenover de EU-verdragen op te nemen. De burgers die deze parlementen verkozen hebben, hebben het recht een grondwetgevende vergadering bij te horen. Dat is een algemeen perspectief. Het is niet de bedoeling om hier echt in detail te gaan. Dat is algemeen ons perspectief. Dus stem nee. Ook de mensen die voor het verdrag zijn hier welkom. Constituanten willen het debat op gang brengen en willen de democratie extra. Dus dat is 1. 2. De volksvergadering lanceert een amendement op die grondwetswijziging in de 6e staatshervorming, waar sprake is van regionale volksraadpleging. Het verbod of het ongrondwettelijk verklaren van een volksraadpleging rond de EU moet uit het ontwerp. Dus wij hebben al een aantal mensen aangesproken, onder andere een aantal gemeenten waar mensen overgegaan zijn tot gemeentelijke volksraadplegingen. Die zouden we willen verbinden, samen met een aantal met bekende mensen, die een oproep zullen lanceren om dat burgeramendement voor te leggen aan de partijvoorzitters, aan de parlementen. Dat moet daaruit. Indien dat gestemd wordt, is het nog nooit meer mogelijk in België om nog enige democratische, vreedzame, democratische consultatieprocedure te hebben. En dat is de bedoeling. Eigenlijk is dat het antwoord op onze vraag die wij gesteld hebben op onze eerste volksvergadering, waar dus we gestemd hebben over het Soberingsverdrag en waar alle politieke partijen aanwezig waren. De derde motie, de volksvergadering roept de gemeente op zich te verzetten tegen de Europese controle op de begroting, die met de 6e staatshervorming wordt ingestaan. We roepen de gemeente op om op lokaal vlak ook een bevolking te raadplegen over die staatshervorming en over het verdrag, alvorens een nieuwe begroting in te dienen. Hier ook is er een bepaalde deadline aan verbonden. Op 21 oktober is er een mobilisatie in Luik, omdat de burgemeester van Luik, die het Soberingsverdrag in de Kamer gestemd heeft eigenlijk nu een verklaring afgelegd dat eigenlijk Angela Merkel vanaf nu deel uitmaakt van haar gemeenteraad. Dat wil zeggen, als burgemeester heeft hij verklaringen afgelegd en er zijn een aantal gemeenteraadsleden in Luik die hem op zijn woord willen doen. En op 21 maart gaan die tussenkomen en wij zouden daar ook voor op, maar we zullen de details verder regelen. Dus dat is eigenlijk de geest van de 3 moties. De vraag is, wie wil daar ook tussenkomen? Laten we daar een kort debat over hebben. Laten we straks dan ook ons organiseren. Dus de mensen die al 6 maanden voor de landsparlement staan, die acties gaan voort. Behalve 14 oktober, dan gaan zij van het landsparlement naar het Duitsstalig parlement. Ik weet niet welke de afspraken zijn, maar het is heel belangrijk dat dat doorgaat. Maar we zullen ook verder overleggen hoe dat we de structuur kunnen geven aan die verschillende mobilisaties. Dus het woord is aan u. Wie wil daar ertussen komen? En de vraag is dat we dan stellen, voor of tegen. Voilà, je pense que tu es président de la parole. C'est juste pour avoir amendement. Donc, l'Assemblée citoyenne appelle les parlements à ne pas voter le traité d'austérité tant, et là j'arrête, parce que dire que le peuple ne s'est pas exprimé dans une consultation populaire, c'est pas suffisant. Je trouve qu'il faut indiquer entre les deux qu'un débat public contradictoire soit organisé et que le peuple se soit exprimé. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cet amendement?
le monde est d'accord? Oui. Pour pas faire une station Andere tussenkomsten? Qui a une autre question? Il y en a pas. C'est magnifique. Monsieur Fontaine. Comme ça, c'est pour moi. C'est pour moi. Allez, je l'écoute. Peut-être celle-là. Je m'excuse sur le... Non. C'est les choses qui m'ont envie. Les parlements, on doit nous apprendre, excusez-moi, des citoyens qui ont été mis par place. Je m'excuse. Ah oui, c'est juste. Oh, de jour. Merci. Ik voel het, toch geen correctie. Super. We willen de komende maanden, tot aan de top, tot aan de ratificatie, willen we van dat burgeramendement een punt maken. Het is zo symbolisch. Het is zo symbolisch, voordat alles al gestemd is de ondermijning van de democratie zit er al in. Dus is iedereen het daarmee eens dat we daar een punt van maken? De staatshervorming is 1000 bladzijden. Niemand is daar geïnteresseerd. Je kunt daar niet op mobiliseren. Vindt de zaal het een goed idee om daar een punt van te maken? En dus dat we zeggen, we gaan naar de partijvoorzitters. We gaan naar de media daarmee. Overal waar dat er mobilisaties zijn, waar de parlementen zijn, zeggen dat kijk, zoals meneer Baron heeft daar nu op geantwoord. Zijn antwoord voldoet niet. Helemaal niet. Zijn antwoord voldoet niet, we kunnen daar later over discussiëren. Elke politicus, elk gemeenteraadslid, zijn jullie bereid om te zeggen van kijk, dit amendement als één regeltje, dit moet eruit. In 2015 na de verkiezingen zullen er opnieuw grote wijzigingen zijn en daar moet het volk over kunnen stemmen. Vinden jullie dat een prioriteit? Zijn jullie bereid om daar werk van te maken? En hoe we organiseren zullen, kunnen we hier nu niet doen, denk ik, of kunnen we straks bespreken, of kan later besproken worden. Maar vinden jullie dat een goede prioriteit? Dat is eigenlijk de vraag. Qui veut la parole et qui se lance? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Raph explique? Oui, je vois des hochements de tête vers qui disent oui, donc c'est bien, hein, c'est une assemblée facile. On vous réappellera la prochaine fois. Donc, qui est déjà sûr de pouvoir participer à la mobilisation le 14 octobre à Eupen? Qui est déjà? Ça c'est quand même... Ok. Est-ce que vous êtes tous prêts? Donc, on va mettre tout sur le site, on va envoyer, tout le monde a donné son adresse email. On veut vraiment une bonne mobilisation et passer aux médias avec ça. C'est une petite histoire à peine. On vient de construire pour 17 millions d'euros un nouveau parlement. Vous le savez, la commune de Germançon a 75 000 habitants, on a 27 parlementaires. Et le 14 octobre, c'est la dernière fois qu'on est dans cet ancien parlement, Vous allez venir, 14 décembre. C'est vraiment toujours, Raph le connaît, lui là. Moi je l'aime bien parce que c'est une petite chambre, parce que c'est tout à fait petit, mais on peut bien faire notre travail là-bas. Mais le gouvernement et la majorité ont pensé, tiens, on va faire autre chose. Et il y avait un ancien hôpital sur Petite Montagne. Là, ils ont construit pour 17 millions d'euros, pour 25 parlementaires, un nouveau bâtiment, juste pour montrer leur pouvoir aux petits citoyens. Pour l'autre, pour montrer l'austérité. Et parfois, j'ai des ministres, par exemple, si en Wallonie, si en Flandre, si en Bruxelles, on savait le gaspillage, ce qui passe chez nous, c'est vraiment honteux. Mais si vous venez le 14, moi je ne vais pas avoir du temps pour parler avec vous, parce que moi, je ne vais pas défendre le traité d'austérité, non, je vais défendre aussi votre idée pour qu'on a beaucoup de gens qui parlent. Ah oui. Par exemple, pour les Bruxellois, est-ce qu'on peut faire rendez-vous 3 heures, gare de midi par exemple? 3 heures, gare de midi. Pour prendre le train, pour eux, le 14. Est-ce qu'on fait rendez-vous?
par région, vous pouvez aussi... Donc ça commence à 17h, donc, on a demandé la partie de la police et au président. Donc, oui, donc on est en train de discuter. C'est une manifestation pacifique, et donc c'est pas. Donc, on veut être là entre 4h et 4h30. Donc avant la séance, et on veut, donc on a demandé qu'on est accueilli par le président pour qu'on peut lui donner notre amendement. Donc, oui, le Parlement, on veut lui donner, on veut qu'eux sont confrontés avec des citoyens de tout le pays. Donc, ce qu'on veut éviter aussi, donc ça c'est très important, on veut éviter que nous sommes, donc il y a des germanophones aussi qui vont être là, donc ça c'est pas le problème. Mais on prend la responsabilité avec constituante, fédération de résistance, ça veut dire les gens qui sont déjà depuis 6 mois devant le Congo, on veut prendre la responsabilité, pas comme des gens qui viennent de la lutte pour nous mêler aux affaires germanophones, non, parce qu'on reconnaît la pleine souveraineté de ce Parlement-là, parce que ce Parlement-là parle aussi en notre nom. Et nous dit, tant que vous n'avez pas organisé une vraie consultation populaire, vote non. Et ce vote nous concerne tous. On ne doit pas dire que ce sont des connards d'Ostende et de Bruxelles qui viennent en mêler, ou de Gand, etc., de Namur, etc. Donc, est-ce que vous êtes prêts dans vos régions à aider à cette mobilisation? S'il y a des gens à Namur, on s'organise vraiment pour qu'on ait vraiment une bonne présence. Et ça, c'est le début. Donc, pas mal de choses. Même chose pour Liège. Donc, on va être là. On veut prendre sur son mot le bourgmestre de Liège. Ça ne va pas de voter ce traité et après dire, bon, ma commune, il n'y a pas d'argent, hein, non, il faut choisir. Est-ce qu'on peut voter la motion? Qui est pour? Qui est pour? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Donc tout le monde a le droit de s'exprimer, aucun problème. Pour quelle forme ou pour quelle raison que ce soit? Qui s'abstient? Ok, c'est approuvé. Merci beaucoup. Vraiment merci. Et moi, je vous remercie parce qu'il a fait vraiment un très beau travail. On vous applaudit, monsieur l'interprète. Je voudrais aussi donner la parole à madame. Donc, comme vous savez, il y avait des réfugiés afghans qui étaient jusque avant-hier ici. Donc, on avait l'idée de les aller visiter. C'est hors programme. Constituant n'a pas une position sur tous les problèmes du monde, mais seulement pour arriver à la humanitaire qui sont expliqués. Madame s'accompagne avec eux. Peut-être qu'elle peut expliquer où ils sont et on peut vous accompagner, ceux qui sont intéressés, à l'accompagner pour les visiter et pour les soutenir. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu une manifestation des réfugiés afghans mercredi qui a vraiment très très mal fini. Ce sont des personnes, évidemment, vous connaissez les conditions de vie en Afghanistan, ce sont des gens qui sont là depuis un certain nombre d'années. Ces gens demandent une audition auprès du ministre du Repos depuis des semaines et des semaines. Ils ne sont jamais reçus. Hier, ils ont été reçus par des personnalités qui les représentaient. Ces gens ont été expulsés plusieurs fois. Donc, la première fois, ils ont été expulsés de la rue du Trône. J'étais là, c'était un véritable scandale. Ça a duré 10 minutes. Lors de la manifestation, des enfants ont reçu des coups, des gens ont été mordus par des chiens, ils ont eu des lacrymogènes dans les yeux. Il y a des dizaines d'associations qui sont solidaires avec les Afghans. C'est des gens qui sont d'une dignité absolue. Les enfants, ces gens sont en organisation collective. Je n'ai jamais vu une organisation aussi bien faite. Ils s'organisent entre eux. Ce qu'ils demandent, c'est d'obtenir la libération des 40 personnes qui ont été arrêtées lors de la manifestation. Ils sont 40 à être dans un centre fermé. Et ils demandent aussi, évidemment, des documents pour pouvoir travailler en Belgique. Les conditions en Afghanistan, tous les sites internet que vous consultez par rapport à l'Afghanistan déconseillent ce pays. Et ces gens sont actuellement dans une occupation. La police est en train de circuler. On craint l'expulsion à nouveau. Les expulsions, c'est 3 expulsions en 4 jours. Ils ont également été expulsés d'une église à
leurs enfants sont chaque fois renvoyés d'un côté à l'autre. Il faut être ensemble pour obtenir leurs droits, qui sont un droit absolu au niveau de la Convention de Genève et des textes de loi internationaux. Ils ne peuvent pas retourner en Afghanistan, ils n'ont pas les papiers pour y retourner. Et Kaboul est aux mains des Belges, de l'armée belge. Enfin bon, moi je vous conseille de suivre, pas dans les médias, mais d'aller soutenir ces gens parce que c'est une atteinte au droit. Ça fait plus de 20 ans que je milite, je n'ai jamais vu un truc pareil. Et la police devient d'une agressivité incroyable. Et je vous assure que j'ai peur pour ce pays. Je me demande si je ne vais pas le quitter. Voilà. Emmanuel de Bloch a refusé de droit d'asile, alors que pour les bêtes, elle a marqué sur le truc du ministère, n'allez pas en Afghanistan parce que c'est très dangereux. Donc on ne peut pas aller en visite en Afghanistan, mais eux, ils peuvent y aller. On va là-bas. Il y a 30 000 bâtiments vides à Bruxelles. 30 000 bâtiments vides. Donc, dans un bâtiment, il y a plusieurs logements. Donc 30 000 bâtiments vides et il n'y a pas de place pour ces réfugiés. Pour le moment, ils sont encore là, il n'y a pas de problème, mais soyez attentifs aux SMS et sur Facebook, allez sur le site du CRER pour voir où ils en sont. Mais pour le moment, ça va. Ça va, j'enverrai. Dès qu'il y a des incidents, je vous envoie. Donc c'est pas maintenant nécessaire. Non, pas pour le moment, ça va. Mais on aura besoin d'organisation pour les soutenir. Merci à vous, la parole.